Bonjour à tous, bienvenue à cette session qui, comme vous le savez, est dédiée au risque cardiovasculaire dans le diabète, aspect clinique et fondamental. Comme vous le savez, c'est une session partagée entre la NSFA et la SFD. Donc, je tiens à vous remercier particulièrement chaleureusement au nom de la SFD, du Conseil scientifique de la SFD. J'en profite pour vous informer que au prochain congrès de la SFD, donc Montpellier, notez bien ça dans vos agendas, 21-24 mars prochain, donc à Montpellier, il y aura justement à nouveau une session commune entre la SFD et la NSFA, pour laquelle on a échangé avec René et qui s'est construite dans la positivité et la bonne humeur. Donc vous serez bien sûr les bienvenus et je vous espère très très nombreux au congrès de la SFD de Montpellier prochain. Donc ça c'était juste pour un effet de retape un petit peu. Et je vous propose de commencer la session et je passe la parole à René. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci Bruno. J'ai moi aussi le très grand plaisir de co-modérer cette session SFD-NSFA. Donc de vous remercier déjà pour votre présence en cette session matinale, mais vous avez fait le bon choix parce qu'on a 4 très bonnes présentations. Et donc on va commencer par un sujet qui anime nos 2 sociétés savantes. Enfin, le thème général, c'est le risque cardiovasculaire dans le diabète. Et j'appelle tout de suite Sami Hadjadj de Nantes, qui n'est pas présenté, et qui va nous parler du risque cardiovasculaire dans le diabète, le rôle de l'hyperglycémie, mais il va essayer de disséquer ce qui se cache derrière le risque cardiovasculaire de nos patients diabétiques. Merci beaucoup René, merci messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, merci d'avoir bravé la difficulté d'un vendredi matin pour venir échanger sur le risque cardiovasculaire dans le diabète. Je vais essayer de réfléchir avec vous sur le rôle de l'hyperglycémie de façon assez spécifique en regardant des données cliniques. Voici mes liens d'intérêt qui concernent la majorité des sociétés impliquées dans la prise en charge du diabète et de ses complications. Et je vais essayer de revoir avec vous un certain nombre de choses liées dans un premier temps au contexte épidémiologique du diabète, et puis ensuite d'exprimer avec vous la réflexion sur les données épidémiologiques, génétiques ou thérapeutiques en lien avec la prise en charge de l'hyperglycémie, et puis réfléchir sur les nouveaux phénotypes du diabète et les événements cardiovasculaires. Donc d'un point de vue du contexte épidémiologique du diabète, la situation c'est que en 2000, il y a 151 millions de diabétiques dans le monde, et en 2021, il y en a 537 millions. Donc certes, il y a une augmentation de la population mondiale sur ces 20 années-là, mais ce qu'on voit surtout, c'est une augmentation très conséquente du nombre de personnes diabétiques, en tenant compte du fait que dans le monde, on attend une augmentation de 46% du nombre de diabétiques, mais la situation est assez disparate en fait dans les différentes zones géographiques. Et la zone géographique la plus tranquille, c'est l'Europe en réalité, avec une augmentation assez modérée du nombre de diabétiques. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans une situation qui n'est plus exponentielle, où le nombre de personnes arrivant avec le diabète n'augmente plus. On a une certaine stabilité qui a été retrouvée, notamment en France, notamment dans les pays occidentaux, depuis quelque temps. Pour autant, c'est une question importante parce que les diabétiques représentent les personnes qui nous posent problème d'un point de vue de la prise en charge du risque cardiovasculaire. Alors le diabète, c'est quoi au fait? C'est, selon la définition habituelle, un état d'élévation chronique de la concentration de glucose dans le sang. Ok, vous étiez pas vraiment venu pour entendre ça, vous le saviez parfaitement. Mais la définition opérationnelle d'une glycémie supérieure à 1,26 g ne signe pas clairement ce qu'est l'état pathologique qui s'associe à cette hyperglycémie. Donc je pense important de reprendre les choses en rappelant que la façon dont on a pensé l'hyperglycémie et l'association pathologique qui s'y associe concerne l'atteinte microvasculaire et concerne assez spécifiquement l'atteinte rétinienne. En fait, l'hyperglycémie qui définit le diabète, c'est une hyperglycémie avec un effet seuil qu'on retrouve dans plusieurs populations qui ont permis d'établir le seuil de glycémie permettant de définir le diabète. Que l'on prenne la glycémie à jeun, 2 heures après charge en glucose ou l'hémoglobine glyquée, au fond, ça raconte à peu près la même chose. Il y a un moment où on voit un seuil, il n'y a pas de rétinopathie ici, dans des populations qui sont des populations de Pima, d'Égyptiens ou de Nord-Américains. Et puis il y a un moment où on voit apparaître un taux de glucose au-delà duquel il y a une augmentation très claire de la présence des microanévrismes rétiniens.
Donc au fond, tout ce que l'on réfléchit sur diabète et facteurs du risque cardiovasculaire doit être compris en premier au sein d'une maladie qui est une maladie microvasculaire. Et pourtant, ce que vous savez, et vous le connaissez bien, c'est ici les données de l'étude Interheart. J'étais content parce que j'avais retrouvé la diapo année 2000 avec la présentation blanc, bleu, jaune. Donc, au fond, ce que ça dit, c'est que le diabète, et vous l'avez ici, représente une quantité d'informations où vous avez donc, vous avez ici la quantité d'informations associées au diabète et vous avez à la fin les facteurs de risque, ici pour une étude cas contrôle, de l'infarctus du myocarde, les lipides, le tabac, le diabète, l'hypertension et puis un peu d'autres choses, l'obésité abdominale, les éléments psychosociaux, les consommations de fruits et de légumes et l'exercice. Donc en fait, on est dans une histoire où on connaît parfaitement le diabète comme facteur de risque cardiovasculaire, mais au fond, il s'établit en premier comme étant un facteur de maladie microvasculaire. Alors on va essayer de voir ensemble dans quelle mesure la glycémie et la prise en charge de la glycémie sont des éléments qui contribuent à la compréhension du diabète comme facteur de risque cardiovasculaire, en rappelant ici que les données d'études agrégées, et je vous propose de regarder plus particulièrement ici les morts vasculaires, montrent que ici, en rouge, on a à peu près 2 fois plus de personnes avec un antécédent personnel de diabète lorsque l'on considère le risque de mort vasculaire. Et puis vous voyez que c'est un élément de la causalité. Il y a une relation entre la glycémie et le risque. Autrement dit, ce n'est pas diabète oui, non, c'est aussi que même hors diabète, plus la glycémie augmente, plus le risque de mort vasculaire ultérieure augmente. Si l'on regarde les données d'une étude de registre suédois, donc ils ont 90% des diabétiques de type 2 suédois qui ont été considérés ici, soit à peu près 270 000 personnes. Pour chaque personne diabétique de type 2, ils ont pris 5 personnes non diabétiques, même sexe, même âge, même pays d'origine. Et une fois qu'ils ont pris toutes ces personnes-là, ils ont regardé le risque de mourir. Et ce que vous voyez, c'est que tabac, activité physique, statut marital, je ne fais pas de commentaire, mais en 4e, l'hémoglobine glyquée qui sort comme un élément clairement associé au risque de mort toute cause. Et lorsque l'on regarde de façon plus spécifique la question de l'infarctus du myocarde, on voit que le premier facteur qui sort, c'est l'hémoglobine glyquée. Et puis dans cette partie-là de droite de la plaque, on voit que l'hémoglobine glyquée reste tout aussi pertinente lorsqu'on ne considère pas l'ensemble des infarctus du myocarde, mais simplement les premiers infarctus du myocarde apparaissant dans la vie. Donc dans le même temps d'observation, ce qui sort comme associé au risque d'infarctus, c'est le contrôle glycémique. Lorsque l'on se pose la question du diabète, du niveau glycémique, un des éléments qui vient rapidement en tête, c'est de quoi on parle? On parle des diabétiques de type 1, des diabétiques de type 2, et par rapport à la question du rôle de la glycémie, le diabète de type 1 est probablement un exemple plus caricatural parce que les fluctuations glycémiques sont plus marquées d'une part, et parce que les autres comorbidités et facteurs de risque associés sont moindres, ce qui permet de plus facilement examiner le rôle de la glycémie dans le risque d'événements cardiovasculaires. Et lorsque l'on regarde ici dans le même... alors, toutes mes excuses, j'ai laissé ça, mais c'est sur 34 000 diabétiques de type 1 suédois, au fond, c'est exactement l'image en miroir. Ils avaient pris les diabétiques de type 2, ils ont fait la même chose pour les diabétiques de type 1. Donc 35 000 à peu près diabétiques de type 1, 170 000 non diabétiques à parier. Et lorsque l'on regarde, là encore, l'impact de la glycémie sur les morts toutes causes ou les morts cardiovasculaires, ce que vous allez là, c'est que ici, le groupe de référence, ce sont les groupes sans le diabète de type 1, même sexe, même âge, même pays d'origine. Et ce que vous pouvez voir, c'est que plus le contrôle métabolique est dégradé, plus le risque de mort cardiovasculaire dans la période d'observation va augmenter. Et ce risque, il est 10 fois plus important pour ceux qui ont une hémoglobine glyquée supérieure à 9,7% par rapport au groupe de sujets contrôle. Donc là encore, une relation gradée, plus l'équilibre glycémique est détérioré, plus le risque augmente. On a parlé de l'apparition de l'infarctus du myocarde, mais qu'est-ce qu'il en est pour le risque de récidive? Et ici, on a des données qui ont réanalysé des études
incluant des sujets qui avaient déjà présenté un infarctus du myocarde. Et ce que l'on voit, c'est que l'on considère la mort cardiovasculaire ou la récidive d'infarctus du myocarde, le fait d'avoir un diabète par rapport au fait de ne pas avoir de diabète était associé à une augmentation de ce risque. Et lorsque, là encore, on considère le registre suédois des diabétiques de type 1, on voit que plus le contrôle métabolique est limité, et plus le risque ici de récidive d'infarctus augmente, avec le nombre d'événements et les seuils d'hémoglobine qui sont considérés ici. Ce que vous voyez, c'est que dès qu'on monte et qu'on est par exemple entre 9 et 10% d'hémoglobine glyquée, votre risque il est pratiquement doublé de faire une récidive de l'infarctus du myocarde. Juste un point issu du DCCT qui indique que vous avez ici la fréquence cardiaque. Donc plus la fréquence cardiaque est élevée, plus le risque conféré par une mauvaise hémoglobine glyquée augmente. Et ils ont fait la même chose avec le taux de triglycérides. Vous allez me dire, en fait, oui, quand on a des facteurs du risque plus importants, on a, et c'est attendu, des événements plus fréquents. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on analyse les choses, il y a une interaction qui est forte, aussi bien sur les morts cardiovasculaires que sur les événements majeurs, tant avec la fréquence cardiaque qu'avec les triglycérides. Autrement dit, il y a une interaction entre un certain nombre de facteurs spécifiques et le niveau glycémique dans le diabète de type 1. Donc une fois qu'on a examiné les données assez épidémiologiques, je vous propose de regarder ce qu'il en est des données génétiques, et c'est dans une assemblée qui a été très marquée par les études de randomisation mendélienne dans les lipides qu'on peut revoir un peu ces données-là. Et donc les données de randomisation mendélienne, elles ont été examinées à partir de grands consortia qui ont été constitués, parmi lesquels MAGIC, Cardiogramme, et puis de façon plus récente le UK Biobank. Et on se retrouve avec des nombres de sujets qui sont très importants. Vous avez des sujets avec et sans diabète, mais ici vous avez des sujets qui sont avec des cardiopathies ischémiques. Et en gros, la façon dont les choses ont été considérées, c'est cardiopathie ischémique, c'est-à-dire infarctus, revascularisation revascularisation de différentes natures. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on considère les traits génétiques qui peuvent contribuer à l'hémoglobine glyquée, on voit qu'avoir des traits qui augmentent l'hémoglobine glyquée, ça s'associe à une augmentation de ce risque de cardiopathie ischémique. Et l'hémoglobine glyquée n'est pas liée uniquement au niveau glycémique. Et lorsque l'on fait la distinction entre les variants génétiques qui s'associent à la glycémie et ceux qui s'associent à la modification de l'hémoglobine, on voit que les traits glycémiques sont plus associés au risque de cardiopathie ischémique que ne le sont les traits associés à la modification de l'hémoglobine. Et ces données ont été revues par un autre groupe qui a regardé purement sur l'étude UK Biobank les données de risque. Et ce que vous voyez ici sur la ligne de cardiopathie ischémique, c'est que pour chaque augmentation de 1 millimol par mol de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire pour chaque dégradation de l'équilibre glycémique, vous voyez une augmentation du risque de coronaropathie, et on le retrouve que l'on exclut, même quand on exclut les diabétiques, qui pourraient être ceux dans lesquels la variabilité de l'hémoglobine glyquée est la plus marquée. Donc on a les premiers résultats d'épidémiologie qui sont concordants sur l'effet de la glycémie. Plus la glycémie est forte, plus le risque est fort. On a des données concordantes issues des approches de randomisation mendélienne sur l'effet de la glycémie et des événements cardiovasculaires. Voyons ce qu'il en est des données thérapeutiques. Alors voilà l'étude emblématique du diabète de type 1. Les diabétologues connaissent ça par cœur, mais je me suis permis de noter ça pour ceux qui ont un background un peu différent. L'étude DCCT-EDIC, c'est un essai d'intervention dans lequel des diabétiques un peu tout venant, plutôt jeunes et pas trop avancés dans l'apparition des complications, ont été randomisés pour recevoir un traitement conventionnel, et ils avaient une hémoglobine glyquée autour de 9%, versus un traitement intensifié avec une hémoglobine glyquée autour de 7%. Premier résultat de cette étude-là, beaucoup moins d'atteintes microvasculaires. Et cette atteinte microvasculaire a été obtenue avec une durée moyenne de suivi de 8 ans à peu près. Et puis une fois que ces années ont été passées, ils ont réentraîné tout le monde et ils ont suivi tout ce beau monde avec un équilibre glycémique qui était assez équivalent dans les deux groupes. Ce qui fait que les données de cette étude-là nous permettent à la fois de voir l'effet très immédiat du contrôle glycémique,
mais aussi l'effet sur du long terme, et on a des données maintenant dans cette étude-là qui vont jusqu'à 30 ans, de l'amélioration pendant 7 ans, quand dans les 7 premières années de prise en charge, vous avez 2% d'hémoglobine glyquée, ça se traduit par quoi jusqu'à 30 ans plus tard? Eh bien, les données, c'est que lorsque l'on considère l'ensemble des événements cardiovasculaires qui intègrent pas mal de choses, l'infarctus, mais aussi les événements cérébrovasculaires, la mort cardiovasculaire, mais les infarctus silencieux, l'angine de poitrine et autres, on se rend compte qu'il y a plus d'événements cardiovasculaires dans le groupe traitement conventionnel que dans le groupe traitement intensif. Et lorsque l'on considère les MACE, on a là encore un surrisque qui s'est associé. Et lorsque l'on regarde la différence entre les groupes prise en charge, ce que l'on voit, c'est que quand on se met à ajuster, tout est lié à la différence d'hémoglobine glyquée. Autrement dit, et c'est quelque chose qu'on a bien en tête, le diabète de type 1, c'est un modèle glycémie pure, et lorsque l'on ajuste sur les différences de glycémie qui ont été obtenues pendant les 7 années initiales de l'étude des CCT, il ne reste plus rien. Donc tout s'explique par la glycémie. Lorsque l'on regarde les études d'intervention qui ont été menées aux alentours des années 2000, on a plusieurs grandes études qui se sont posées la question de est-ce que améliorer la glycémie, traiter agressivement la glycémie, un peu dans le même état d'esprit que ce qui avait été fait dans des CCT EDIC, est-ce que ça améliore les événements cardiovasculaires? Eh bien, sur les MACE, on a, en méta-analysant, un bénéfice qui est très limité, moins 9%. Il y a un bénéfice un tout petit peu plus franc sur l'infarctus du myocarde, mais toutes ces études, elles ont montré que, au fond, le rapport bénéfice-risque de l'intensification du contrôle glycémique chez les sujets diabétiques de type 2 n'était pas rentable. Et c'est important pour moi de vous montrer cette idée parce que Ronan Roussel est décédé malheureusement au mois de janvier cette année et c'est une vraie perte pour toute notre communauté. C'est d'émotion aussi pour moi et c'est important de dire qu'il nous manque. Et Ronan était très persuadé qu'une des façons de revisiter toutes les études de sécurité cardiovasculaire, c'était de considérer une sorte de droite qui mettait en avant le différentiel entre les groupes prise en charge conventionnelle et prise en charge plus marquée dans les études. Et lui disait, en fait, les études notamment avec les DPP4 inhibiteurs, elles ne sortent pas parce qu'il n'y a pas de différentiel d'hémoglobine glyquée. Autrement dit, on est dans des études où ce risque-là, il est pareil. Ce bénéfice glycémique n'existe pas, donc le bénéfice en termes d'événements cardiovasculaires n'existe pas. Il y a des arguments, et j'aurais préféré échanger avec lui, il y a des arguments pour soutenir ça, mais il y a aussi d'autres arguments pour penser que ce n'est pas certain. Moi, je ne crois pas que ça soit ça. Des données sur les thérapeutiques sont arrivées, et donc les études des années 2000 sont globalement négatives, mais vous savez bien qu'il y a des études qui sont arrivées depuis, notamment avec les GLP-1 récepteurs agonistes d'une part, ou les inhibiteurs du SGLT2, qui sont des études vraiment positives, et vous avez ici la méta-analyse qui a été proposée par Zellniker, qui dit qu'au fond, on a entre 15 et 20% de risque de MACE en moins lorsque l'on considère ces interventions. Mais on est avec, dans les études de médiation, un effet de l'hémoglobine glyquée ou de la glycémie qui est ici, là, votre pourcentage de médiation, vous voyez qu'il n'est pas très important par rapport à ce qu'on peut avoir comme effet sur l'hématocrite, sur l'albumine ou sur l'acide urique, qui est à peu près de la même importance. Et puis l'autre chose, c'est que vous savez bien que notamment les SGLT2 inhibiteurs ont été utilisés avec le même succès dans des populations qui n'avaient aucun problème ou des problèmes minimes sur le contrôle de leur glycémie. Et donc, est-ce qu'il me reste encore 5 minutes ou pas? Non? Eh ben, je vais aller vite. Pour dire que le type 1 et le type 2, ça se ressemble et qu'il y a des données sur les nouveautés phénotypiques qui arrivent. Et de fait, je peux conclure en vous disant que les données épidémiologiques cochent bien la case de plus il y a de glycémie, plus il y a d'événements, que les données génétiques sont plutôt en faveur, là encore, de cette hypothèse, que les données thérapeutiques sont à considérer comme, à mon sens, intermédiaires, qu'on n'a aucune idée du phénotypage du diabète et des événements cardiovasculaires, donc ça tombe bien que je ne vous l'ai pas montré, et que nous avons maintenant à trouver l'identification des effecteurs moléculaires nous permettant d'aller vers les nouveautés thérapeutiques. Merci. Merci beaucoup Samy pour cette brillante présentation qui est ouverte à questions.
Alors, le temps que tout le monde ouvre les yeux, je reviens sur un problème très pratique qu'on a à beaucoup de consultations sur le diabète de type 1. Comme tu sais, il est considéré sur les recos de l'EAS, ESC, qu'à partir de 20 ans d'évolution, on est à risque cardiovasculaire très élevé, donc des objectifs assez drastiques de LDL cholestérol à moins de 0,55. Comme tu sais, il y a de plus en plus de diabétiques de type 1, jeunes, avec des découvertes précoces. Et donc, on aurait potentiellement toute une cohorte de diabétiques de type 1 à traiter, on va dire, entre 25 et 35 ans. Et si on prend les recos françaises du dépistage d'IMS, si on leur fait des scores calciques à 35 ans, ce qui peut être fait dans les recos, on va souvent se retrouver avec des scores calciques à 0. Donc ma question, c'est quelle est un peu ton attitude? On est souvent un peu partagé chez ces jeunes patients qui sont diabétiques de type 1 uniquement, pour les traiter. Voilà, j'aimerais avoir un petit peu ton sentiment là-dessus. Alors, merci de la question qui est difficile. Plusieurs choses. Premièrement, il y a beaucoup de données qui disent que l'âge d'apparition du diabète, et du diabète notamment de type 1, est associé aux événements. Donc, probablement qu'on a quelque chose à faire. Notre problème est lié au fait qu'il n'y a, à mon sens, pas d'étude qui est formellement établie que traiter toute personne ayant 20 ans de diabète avec une statine, c'est lui éviter des événements, parce que les événements, ils vont arriver à un stade de sa vie où on ne sera plus là pour le voir, quoi. Donc ça, c'est un élément de difficulté. Et le deuxième élément de difficulté, on a échangé là-dessus préalablement à la session, c'est que dans le diabète de type 1, tout ce que vous faites, c'est de la charge mentale. Vous vous réveillez le matin, vous vous dites, bon, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Oui, mais prendre votre petit déjeuner, c'est qu'est-ce que vous allez mettre sur votre plateau et qu'est-ce que ça va, par quoi ça va se traduire en termes de dose. Le midi, vous allez vous dire tout est réglé. Oui, mais à 10h, vous vous êtes demandé si vous étiez en hypo, si vous preniez une collation ou pas. À midi, il va falloir que vous réfléchissiez à votre nouvelle dose. Le soir, en vous couchant, vous allez vous demander si vous allez faire une hypoglycémie. Autrement dit, le nombre de moments où vous pensez à votre diabète est considérable. Et donc, ça fait que et le patient et le médecin sont pris par la logique de je ne peux pas en rajouter. Et l'autre chose, c'est que les diabétiques de type 1 ne sont pas habitués à prendre des médicaments par la bouche. Et donc, nous, rajouter une statine, c'est avoir une négociation de quelque chose pour lequel le bénéfice est un petit peu incertain et vient rajouter une difficulté au message que l'on souhaite mettre en avant en priorité. Philippe Moulin. Ah, pardon. Je voudrais revenir là-dessus, parce que c'est un point fondamental où on voit que c'est une recommandation qui est sortie du chapeau. Tu as les données d'EDIC qui ont été analysées en fonction du score calcique. Les seuls diabétiques de type 1 qui font des complications sont ceux qui ont des scores calciques élevés à plus de 300. Ou qui sont microvasculaires. Et combien oui, mais c'est les mêmes. Ça, ils sont microvasculaires. Ouais. Combien sont-ils dans la cohorte d'EDIC? Ça a été analysé. Ils ne sont que 10%. Donc, jusqu'à quand on va continuer à faire des recommandations qui concernent 10% d'une population en terrorisant 90% des autres? Ça pose vraiment un problème de responsabilité de ceux qui pondent de telles recommandations. Ben, je suis dans la même vision que toi, au fond. Hein. Je n'arrive pas à être très agressif sur l'utilisation des statines dans les populations diabétiques de type 1. Si ce n'est en se basant sur l'athérome infraclinique de façon astucieuse, parce que c'est le seul moyen d'arriver à les trier actuellement. Ce qui est dans le sens de la recommandation SFC, SFD. Une courte question, courte réponse pour Nicolas, parce qu'il faut qu'on passe ça met juste une petite question. Comme tu as mentionné Ronan, je voulais juste, on avait vu des discussions avec lui, il n'était pas convaincu de l'HbA1c, de la valeur qui était donnée, parce qu'il trouvait que ce n'était pas très prédictif de l'instabilité glycémique. Et est-ce que tu penses qu'il y a des marqueurs autres? Est-ce qu'il y a des études qui commencent à sortir avec les capteurs de mesure de glucose en continu pour savoir si justement le risque cardiovasculaire par rapport à l'instabilité glycémique, notamment chez type 1 ou type 2? Alors, réponse courte. Il y a dans la façon dont on peut considérer notamment le bénéfice des capteurs de glycémie, il n'est pas tellement pour pouvoir dériver une hémoglobine glyquée ou un autre équivalent de marqueur de la glycémie moyenne. Ça, on l'a. Par contre, les capteurs, ils permettent quand même d'évaluer la variabilité glycémique, mais lorsque l'on donne, et on connaît déjà des données sur la variabilité glycémique, la variabilité court terme, notamment les excursions glycémiques qui sont appréciables d'une certaine façon, sont moins associées aux événements que ne l'est la variabilité de visite à visite de l'hémoglobine glyquée.
Donc ce que nous aurons avec les capteurs, je ne suis pas certain que ça nous apportera tant de choses que ça en plus. Ça nous apportera de l'information, mais ce n'est pas là où j'en attendrai le plus. Merci Samy, superbe.